Bonjour pour tout le monde. Donc, toujours sur ce module, Introduction à l'économie. Je dois quand même toujours insister sur les méthodes et la finalité de l'économie. Les méthodes, toujours, parce que des fois, on doit quand même ne pas laisser certains aspects, certains côtés qui me paraissent très importants pour l'étudiant. Il faut que donc quand même qu'il doit être au courant des méthodes de l'économie et toujours donc cette finalité, ces questions, à quoi sert cette matière, et à quoi sert ce module, son importance pour les étudiants, son importance pour la population, pour les sociétés, pour les acteurs, pour les États. Donc, pour les méthodes, j'ai déjà la méthode de l'économie, c'est-à-dire comment l'économie, les économistes, cette discipline, parce que lorsqu'on parle d'une théorie, une théorie, c'est pas une pensée. Une théorie, c'est des facteurs, c'est des critères à respecter. C'est vraiment pour produire. Il y a une production. La théorie, c'est une production. C'est pas les réflexions, c'est pas les pensées. Théoriser, conceptualiser. Conceptualiser, c'est quoi conceptualiser? C'est-à-dire on a une réalité qu'on va transformer en concept. Et cette étape de transformation de la réalité en concept, c'est pas facile. Ça se fait lorsque la réalité se porte à la généralisation, permet de généraliser. Et on va transformer une réalité difficile, une réalité qu'on voit, qu'on observe, en un concept, en une théorie. Lorsqu'on parle de développement touristique, c'est un concept, mais dans la réalité, je dois trouver un développement touristique, c'est-à-dire ces effets positifs sur la balance des paiements en termes de recettes de devises, développement touristique, ces effets sur les activités qui en dépendent. On les appelle les activités satellites, l'hôtellerie, l'artisanat, transport aérien. C'est ça, développement dans la réalité, c'est les effets d'entraînement, les effets positifs, mais dans la théorie, c'est un concept, développement. Un concept, donc, il reflète une réalité, développement. Inégalité sociale, c'est un concept dans la réalité. C'est-à-dire, on a la pauvreté, on a du chômage, la précarité, la misère, manque de protection sociale, pas de minimum vieillesse, pas de retraite, ça veut dire, pas d'assurance médicale. C'est ça. Donc, voilà la conceptualisation. Et cette étape de produire de la théorie, là, j'ai déjà expliqué quel est le mécanisme. C'est un cycle de production de la connaissance scientifique. La théorie, il est considéré donc comme une production scientifique. La théorie économique. Deux méthodes, méthode inductive, observer, généraliser et produire des lois, c'est-à-dire d'abord je dois commencer par l'observation. L'observation empirique, ça passe par les enquêtes, l'enquête par sondage, l'enquête par entretien, l'enquête par observation directe. Il y a le recueil des statistiques. Je peux travailler sur des rapports, sur des statistiques. C'est ça l'observation empirique. Aller faire des questionnaires, aller voir la réalité, prendre des échantillons. Et après ce travail, je vais, à force de faire ce travail,
je serai amené à généraliser. Je vais trouver, donc je vais dégager des résultats qui me permettent d'abstraire, qui me permettent que je vais expliquer sous forme de théorie, de concept, de loi. C'est ça la production de la théorie. L'autre méthode, cette méthode d'abord inductive, elle est qualifiée de méthode positive. L'analyse positive. L'analyse positive, c'est-à-dire, c'est une analyse qui consiste à étudier la réalité telle qu'elle est observée. Telle qu'elle est observée. On va voir que l'autre, c'est pas ça. La méthode déductive, hypothético-déductive, il y a le côté hypothèse, la déduction, théorie avec hypothèse. C'est le modèle d'analyse. La méthode hypothético-déductive, on commence pas par, c'est pas par l'observation qu'on va commencer, mais non, on va commencer par le côté théorique, par mobiliser une revue de littérature sous forme de travaux scientifiques, ouvrages, du thèse, de doctorat, des articles scientifiques dans des revues, vraiment des revues à caractère scientifique, pas les revues qu'on va trouver dans certains kiosques à côté des journaux, pas ça, donc des revenus scientifiques avec un comité de lecture, c'est-à-dire un comité scientifique. On va mobiliser ces travaux, ça dépend du thème étudié, pauvreté, croissance économique, développement en Afrique, donc l'économie mondiale, l'Europe, ça dépend. Et en fonction de votre thème étudié, de la réalité du thème étudié, réalité que vous voulez donc étudier, vous allez mobiliser des travaux. C'est ça. Vous allez commencer par l'étape d'adopter un modèle d'analyse où il y a la théorie, un côté, soit une théorie, soit un fragment théorique, soit des outils théoriques avec des hypothèses. Mais les hypothèses, c'est une déclinaison de cette théorie. Il y a un rapport entre la théorie et les hypothèses adoptées. Donc, il y a une harmonie. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est ça le modèle d'analyse. Et ce modèle d'analyse adopté, qui peut être algébrique, si vous êtes adepte de l'économétrie, c'est-à-dire vous allez adopter un modèle algébrique où il y a le côté donc, de la modélisation, formule et tout ça, donc l'utilisation des mathématiques, un modèle économétrique, soit de façon littéraire, si vous êtes vraiment adepte de l'approche surtout pluridisciplinaire, la transdisciplinarité, c'est-à-dire vous allez recourir à d'autres sciences sociales pour étudier votre phénomène. Vous allez piquer aux assiettes des sociologues, piquer aux assiettes de la science politique, piquer aux assiettes de la démographie, piquer aux assiettes de l'anthropologie, de l'histoire. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez adopter votre modèle d'analyse? Vous allez passer au stade de l'observation. Ce n'est pas la méthode inductive, on commence par l'observation. Non, modèle d'analyse, et je vais passer ensuite à l'étape d'observation empirique pour le mettre à épreuve, vérifier s'il est apte ou pas à expliquer et à appréhender la réalité. Est-ce qu'il est crédible face à la réalité? Est-ce qu'il tient à la réalité ou pas? S'il est crédible et que dans la vérification empirique, je trouve que le modèle colle bien à la réalité, donc je vais l'affirmer et je vais rester toujours dans la même théorie. Je dois l'améliorer quelque part, mais la théorie, le modèle d'analyse, il est vrai. Si l'étape de vérification empirique ne permet pas d'affirmer le modèle, mais de l'infirmer, c'est-à-dire qu'il est faux, donc je serai amené à créer de nouvelles lois, c'est-à-dire que le modèle d'analyse de départ est inapte à expliquer la réalité. Je vais donner un exemple qui va vous convaincre. Par exemple, si j'adopte comme thème à étudier, la croissance économique est génératrice de développement social. C'est-à-dire la croissance économique entraîne le développement social. Voilà le thème. Croissance économique, ou bien croissance économique et développement social. C'est l'hypothèse que je vais retenir. Toute croissance économique génère du développement social. Parce que l'hypothèse met en relation deux phénomènes, deux concepts. Croissance économique génère développement social. Voilà
il peut mettre en relation même minimum 2 phénomènes, ça peut être 3, ça veut dire croissance économique entraîne développement social et diminue les inégalités sociales. Voilà une hypothèse en 3 phénomènes, 3 concepts. Je vais par exemple adopter la méthode hypothético-déductive. Donc je vais pour étudier croissance économique et développement social, je vais mobiliser les travaux sur ce thème qui ont été donc consacrés au lien entre développement social et richesse quantitative, c'est-à-dire la croissance économique et le côté social. Je vais mobiliser des thèses, des ouvrages d'économistes éminents. Je vais, si j'adopte l'approche pluridisciplinaire, je peux même voir le côté social, le sociologue, je vais voir la science politique, la question de la relation entre système politique et développement social, système politique et croissance économique. Donc, je mobilise des travaux qui vont, donc des articles de revue, qui vont me permettre d'aborder et d'étudier cette question, cette problématique. L'hypothèse, donc, aussi fait partie du modèle d'analyse. Je vais passer à la vérification empirique. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, si j'ai comme pays le Maroc, comme cas d'étude le Maroc, je vais voir comment faire pour savoir le lien entre croissance économique et développement social. Par exemple, je vais travailler sur une période de 10 ans. Je vais voir, lorsqu'on parle de croissance économique, donc l'indicateur qui mesure la croissance économique, c'est le produit intérieur brut, le PIB. Je vais prendre une série de 10 ans, je vais voir le PIB et je vais voir s'il y a une corrélation avec les questions sociales. Est-ce que lorsqu'on a un PIB important, quelle est la réalité sociale dans le pays? Si je trouve que la situation sociale s'améliore lorsque la richesse augmente, lorsque l'indicateur qui mesure la richesse augmente et est important, ça veut dire que mon modèle d'analyse est vrai. Mais si je trouve qu'au contraire, que les résultats ont montré que c'est dans les périodes où le PIB augmente que la pauvreté augmente, que c'est dans les cas, dans les pays, c'est dans les années où le PIB augmente qu'il y a de la misère. Ça veut dire que cette hypothèse, ce modèle d'analyse, que croissance économique génère du développement social, elle est fausse, cette hypothèse. Le modèle d'analyse ne tient pas à la réalité. Ça veut dire que même si la richesse augmente, les inégalités sociales se creusent. C'est-à-dire que l'amélioration, l'augmentation de la richesse ne permet pas de lutter contre le chômage, ne permet pas de lutter. Ça veut dire qu'il y a une richesse qui n'a pas un rapport avec la production, qui n'a pas un rapport avec des secteurs qui créent de l'emploi. Ça veut dire que cette richesse ne profite pas à toute la population. Ça veut dire que cette richesse reste entre les mains de quelques-uns. Ça veut dire que le système fiscal est défaillant, c'est-à-dire qu'il n'est pas équitable, il ne prend pas aux uns pour donner aux autres. Ça veut dire que, voilà, des secteurs sont exonérés, même s'ils créent de la richesse. C'est-à-dire qu'il y a des abattements, des exonérations, des évasions, la corruption. Il y a donc, c'est-à-dire que le système fiscal n'est pas équitable, n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, des comportements qui sont déployés par les contribuables, par les principaux des contribuables, pour échapper à l'effort contributif. Ils créent de la richesse, mais sur cette richesse, ils font des manœuvres et des comportements, et même dans la politique économique. Ce n'est pas toujours de l'évasion et des comportements inappropriés. Des fois, c'est dans la politique économique, on est du côté de ceux qui créent de la richesse et on va donc être de leur côté pour que leur richesse ne soit pas diminuée par des mesures de politique économique, de façon légale, les aider à échapper à l'effort contributif, être de leur côté pour qu'ils ne payent pas de manière légale, politique économique, système fiscal. Et il y a aussi des comportements illégaux, des comportements de résistance,
d'abus d'influence pour qu'il échappe à la fiscalité, à l'impôt. Et le perdant, c'est le développement social. Le perdant, c'est les hôpitaux publics qui n'existent pas, qui sont très faibles. En cette période de crise sanitaire du Covid-19, on voit comment ces manœuvres, on les paye cher, ces évasions, ces politiques économiques qui ne vont pas imposer ce qui crée de la richesse. Voilà les difficultés. On voit des territoires sans hôpital. La province de Ben Slimane, on a un seul hôpital et il n'est même pas bien équipé. 16 communes avec 13 communes rurales sans hôpital. Sans hôpital. J'ai donné l'exemple de Ben Slimane. Il y a d'autres exemples. Il y a Ain Taouchtat, il y a Safi, il y a l'Est du pays. Il y a partout la même chose. On trouve des provinces à plusieurs communes rurales sans dispensaire. Sans le dispensaire, on trouve généralement celui qui travaille dans ces dispensaires, il vient le jour du souk, il n'a rien dans le dispensaire. Donc, ça veut dire, alors que voilà pourquoi ne pas aller dans ces territoires et donner une importance au côté social, au côté des missions publiques de l'État, l'hôpital, l'école publique, les universités. Dans cette province de Slimane, 16 communes, aucune université. C'est vrai qu'on pense à créer des pôles universitaires, des unités, mais on espère quand même que ce côté social, donc avec cette crise, qu'il y aura une remise en cause des pouvoirs publics au niveau des collectivités territoriales et au niveau de l'État central pour prendre en compte ces dimensions. Voilà, mais c'est vrai que voilà le problème, c'est que voilà la vérification empirique. Donc, généralement, dans les pays du tiers-monde, pas seulement le Maroc, presque pays africains et d'autres pays, généralement, la croissance économique n'est pas accompagnée d'un développement social. Et donc, on doit, au lieu d'affirmer, donc mon modèle d'analyse sera pas totalement faux, parce que, pourquoi? Parce que c'est vrai que pour faire du social, il faut de la richesse. Mais quand même, il est infirmé sur quel plan? Il est infirmé lorsqu'on oublie, lorsqu'on doit ajouter un autre volet, une autre loi. Ça veut dire quoi cette loi qu'on doit ajouter? Que dans certains cas où le système fiscal est défaillant, où l'économie est orientée vers les secteurs rentiers, la richesse, la création de richesse peut creuser les inégalités sociales. Dans certains cas, dans certains pays, la croissance économique n'est pas toujours synonyme du développement social et qu'au contraire, il peut creuser les inégalités sociales et être à l'origine d'un sous-développement social. Voilà donc les deux méthodes. Cette méthode hypothético-déductive, l'autre inductive, c'est une analyse positive. La méthode hypothético-déductive, c'est une analyse normative. Pourquoi une analyse normative? Parce qu'elle prend en compte les normes. Lorsque vous allez mobiliser au départ votre modèle d'analyse, cette mobilisation des modèles d'analyse qui passe par le recours aux travaux scientifiques n'est pas toujours objective. Ça dépend de l'auteur, de celui qui fait les recherches. Il se peut qu'il soit influencé par sa position politique. Si c'est un marxiste ou un socialiste, communiste, il va mobiliser les travaux des socialistes, des communistes, l'approche marxiste. Si c'est un libéral, il va mobiliser. Donc ça dépend. Il y a certains qui vont rester dans les thèses officielles, défendre la cause de l'État, ne vont pas faire de la science. La science oblige à ce qu'on garde une distance vis-à-vis du choix du pouvoir public. Nous, c'est l'objectivité, être le plus objectif possible. Donc, cette mobilisation dépend de l'auteur, ce qui fait que, au lieu d'étudier la réalité telle qu'elle est observée, il va étudier la réalité telle qu'elle doit être. Il a un modèle, il a un idéal, il a un modèle de société dans sa tête, l'auteur, et ce modèle de société veut, donc il a cet espoir, il a ses idées, il veut que ce modèle de société dont il rêve, il veut le retrouver dans la réalité. Ce qui fait
qu'au lieu de faire une analyse positive, il sera influencé par sa position politique, il sera influencé par son idéal de vie, par sa manière de voir les choses, il va tomber dans les aspects normatifs. Voilà, donc, voilà les deux méthodes importantes. Les deux méthodes importantes pour faire de la recherche dans les sciences sociales, en économie, pour étudier donc les processus sociaux. Le fait économique, c'est un fait social. J'ai déjà donc largement insisté sur le côté que l'économie, c'est une science sociale, donc, mais qu'elle a son objet particulier et qu'elle a sa méthode particulière. Il y a aussi donc les deux approches du holisme et de l'individualisme méthodologique. On les retrouve dans ces deux manières de faire de l'économie. Il y a donc, j'ai déjà souligné qu'il y a un courant qui veut faire de l'économie une véritable science. Le courant marginaliste, le paradigme néoclassique, qui va donc recourir aux mathématiques, qui va tenter de faire de l'économie une véritable science à travers la modélisation, en considérant la société comme un marché. Donc, il va adopter la méthode de l'approche de l'individualisme méthodologique. C'est-à-dire, dans la société, on a un individu rationnel, l'homo economicus, rationnel, égoïste, qui est capable de faire des choix efficaces. Donc, pour cette approche de l'individualisme méthodologique, la société n'est qu'un peuplement d'individus qu'on peut partager entre offreurs et demandeurs, producteurs et consommateurs. Donc, il n'y a pas d'institution, pas de structure, pas de religion, rien. Un marché. Donc, des individus qui sont les agents. Même l'État n'est que la somme des individus qui décident d'agir collectivement. Donc, il n'y a pas d'État et la société n'est que la somme. La société, selon cette approche des néoclassiques, l'individualisme méthodologique, tout ce qui est global n'est que la somme des intérêts individuels. Donc, les processus sociaux, les phénomènes sociaux ne sont que la résultante des préférences, la somme des préférences individuelles. Le global n'est que la somme des intérêts individuels. L'approche donc, ce sont les individus qui font la société. L'autre approche, donc, c'est cette approche, il est la plus proche de la conception de la science économique. L'approche la plus proche de la conception de l'économie en tant qu'économie politique. Ceux qui croient en la notion d'économie politique et rejettent la notion de science économique donnent une importance à tout un magma, à toute une atmosphère collective, globale, où les phénomènes économiques s'influencent par plusieurs paramètres, par le système politique, l'influence politique sur les phénomènes économiques. Là, j'ai parlé de la fiscalité, c'est politique qui influence l'économique. D'autres politiques qui influencent l'économique, lorsque ceux qui ont le pouvoir s'impliquent dans les investissements et orientent l'économie vers la voie rentière, voilà le côté politique qui influence l'économique. Les monopoles, les autorisations politiques, dans le transport, dans les agréments, dans les carrières, dans les licences de pêche, dans l'immobilier, le côté politique, pas seulement toujours l'État central. Hein. Lorsque je parle de politique, là aussi les collectivités territoriales, les communes, les régions et les conseils préfectoraux et provinciaux. Voilà, donc la notion de collectivité territoriale a remplacé cette notion de collectivité locale. Voilà le côté politique. Il y a d'autres qui montrent l'influence du politique sur l'économique. Ça dépend. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Le côté culturel, le côté religieux, dans le droit marocain, il est largement influencé par la religion musulmane. Pas mal de textes, pas mal d'articles, donc pas mal de codes qui sont influencés par le côté religieux. Acheter les boissons d'alcool, c'est interdit aux musulmans. Voilà le côté économique qui est influencé par la religion. On voit l'élevage du porc,
l'élevage porcin, la production porcine, il n'est pas encouragé parce que voilà, la culture musulmane interdit la consommation des porcs. Voilà plusieurs. L'investissement dans les mosquées, au détriment de, je ne suis pas contre, mais quand même, je dois mentionner ces choses, cette influence. Pas me prendre comme je suis contre, mais quand même, la religion influence les phénomènes économiques. Des fois, on voit par exemple le vendredi, lorsqu'on veut acheter des produits, vous allez entre midi et 15 heures, vous trouvez que vous trouvez l'épicerie ou je ne sais pas, ceux qui vendent des pizzas ou je ne sais pas quoi, c'est ouvert, mais les personnes ne sont pas là parce qu'elles sont allées faire la prière. Voilà le côté. Il y a pas mal dans l'économie de développement qui ont étudié donc la notion de productivité, comment la productivité dans certains pays où la religion est importante, comment elle n'est pas s'influence par le côté religieux. Voilà, c'est très très important le côté religieux dans certains pays. Donc selon cette approche cette approche qu'on va voir du holisme, c'est-à-dire voilà ceux qui adoptent l'économie politique au lieu de sens économique, et donc montre que le phénomène économique s'influence par des considérations multiples. J'ai donné l'exemple de la religion, l'exemple du politique, mais aussi l'exemple de le côté sociologique. Le côté sociologique, comment donc s'organisent les êtres humains, comment le côté sociologique au milieu rural, au milieu urbain, donc le côté sociologique est très 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 important aussi pour lorsqu'il s'agit donc d'étudier son impact sur l'économie, soit locale ou nationale, donc le côté démographique. Une population nombreuse, par exemple 40 millions, ce n'est pas une population de 10 millions. Lorsque vous avez donc une croissance démographique, une population importante, il faut des investissements sociaux, il faut des investissements en termes de sécurité, en termes des investissements donc il faut investir, il faut faire face à cette population par la dynamisation territoriale, par donc les activités, il faut donc lutter contre le chômage, vous aurez des taux de chômage importants, il faut il faut créer de l'emploi à travers l'investissement productif, donc les écoles, la scolarisation, donc comment faire face à cette population? C'est vrai que la population, si on se réfère à Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes, mais des fois, la population, je ne vais pas partager les idées malthusiennes de Malthus, mais quand même, la population, des fois, ça peut poser des problèmes ça peut poser beaucoup de problèmes sur le plan économique et social, surtout lorsque la population surtout lorsque cette population n'est pas considérée comme un véritable capital humain, lorsqu'il manque de scolarisation, lorsqu'il manque, donc, et ça veut dire que lorsqu'on a donc une partie de la population, une grande partie, donc, qui manque d'instruction, de scolarisation, on ne peut pas la considérer comme un véritable capital humain, parce que le capital humain, c'est les innovations, c'est la créativité pour avoir un fort impact sur le développement économique. On va montrer ça lorsqu'on va étudier la production et son impact sur le développement, les investissements immatériels, et cette notion de facteur résiduel, c'est-à-dire qu'il y a un résidu de croissance, qui ne dépend pas du montant des facteurs de production, mais de la qualité des facteurs de production. Un travailleur, il y a une multitude de travailleurs. Il y a un travailleur qui n'a jamais posé les pieds à l'école, et il y a un autre qui est ingénieur, qui a fait des études longues. Ça veut dire que l'impact ne sera pas le même. Voilà le facteur résiduel, c'est-à-dire qu'une grande partie de la croissance économique, on s'est rendu compte qu'elle échappe au montant des facteurs de production, qu'il a un rapport avec la qualité des facteurs de production, changement de logiciel, l'innovation, sans toucher au montant des facteurs de production, qui augmente la productivité des facteurs. Le facteur résiduel, c'est ça, on va étudier ça lorsqu'on va arriver au chapitre sur la production et la croissance économique,
le rôle des investissements immatériels et immatériels. Donc en arabe, c'est donc le capital immatériel. Bien, donc c'est très important. Il concerne le capital et le travail. Donc les équipements, les innovations, mais aussi le côté travail, en ce qui concerne donc la qualification, la polyvalence, la flexibilité. Donc voilà l'approche de l'économie politique. Je ne vais pas donner le recours à d'autres sciences sociales, mais selon les adeptes de cette approche, on ne peut pas étudier un phénomène économique sans le rattacher à une atmosphère globale, sans le rattacher aux différentes influences qui agissent sur les faits et sur les phénomènes économiques. Et cette approche, cette méthode d'adopter, donc, de considérer l'économie dans le cadre de cette expression de l'économie politique, donc, n'adopte pas l'approche de l'individualisme méthodologique, mais l'approche du holisme méthodologique, l'approche holiste, c'est-à-dire l'approche globale. Et ça veut dire quoi, cette approche? Cette approche veut signifier qu'on ne peut pas étudier les phénomènes économiques sans prendre en compte les structures globales, l'atmosphère globale qui agit sur les individus. Ça veut dire que l'individu ne vaut rien devant l'atmosphère globale. C'est-à-dire que c'est une atmosphère globale de structures sociales, d'institutions, de religions, de systèmes politiques. C'est cette structure, même les relations internationales, ça fait partie du holisme. On le voit avec l'influence de certaines puissances. On l'a vu avec la colonisation, avec la dépendance vis-à-vis de... Même si on a l'indépendance, pas mal de pays sont toujours dépendants économiquement, socialement, culturellement vis-à-vis de la France, ses anciennes colonies. On voit le sommet France-Afrique, qui est ce sommet de rencontre annuelle entre le chef d'État français et les chefs d'État africains de l'Afrique francophone. C'est pour perpétuer, c'est vrai, c'est les relations d'amitié entre la France et ses anciennes colonies, mais quand même, il y a des intérêts quand même de perpétuer la dépendance de ces États vis-à-vis de la France. Voilà. Donc l'individu, selon cette approche, l'individu ne fait que subir les effets d'une atmosphère globale, les effets qui pèsent sur lui. Donc l'individu, selon l'approche holiste, ne vaut rien devant cette atmosphère qui pèse et qui façonne et qui influence ses comportements. Donc les comportements des individus sont influencés et déterminés par une atmosphère globale. D'ailleurs, dans les manuels de sociologie politique, moi j'ai déjà lu il y a longtemps que cette approche holiste, elle est très importante dans certains pays où on a encore des traditions fortes. Au milieu rural, vous voyez, par exemple, au milieu rural, vous ne pouvez pas faire l'approche de l'individualisme méthodologique. L'individu n'est pas rationnel, c'est-à-dire que l'individu, il subit, même dans certains pays, même dans certaines régions, l'individu, même s'il a 70 ans, il reste considéré, si son père est toujours vivant, il reste toujours considéré comme un enfant, c'est-à-dire qu'il reste toujours comme quelqu'un sous la dépendance de son père qui décide de tout. Il décide même de son mariage, il va lui choisir sa femme, c'est lui qui lui donne de l'argent pour aller acheter des produits, aller au souk ou je ne sais pas où. Donc, et rien, donc c'est lui qui décide, c'est le père qui décide. Et dans ces manuels, j'ai lu que le fils n'est rien tant que son père est vivant. Et cette idée influence même le système politique. Dans ces pays-là, on voit comment ce sont les personnes âgées qu'on va retrouver dans les élections, qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle la jma'a. Ce sont donc ces personnes âgées qui sont les gardiens de la paix sociale dans ces coins-là, de la paix politique
Donc, ce sont les interlocuteurs avec le pouvoir, ce qui fait qu'ils sont les garants de la stabilité. Voilà l'approche holiste. Donc, voilà sur les choses que j'ai à dire sur la méthode. Il y a aussi, lorsqu'on veut donc séparer entre les courants, donc on les sépare, les courants économiques, on les sépare selon certains critères. Par exemple, les critères de l'espace d'analyse. L'espace d'analyse, ça veut dire quoi l'espace d'analyse? L'espace d'analyse, ça veut dire quelle est la méthode, quelle est l'analyse du courant? Est-ce qu'il porte sur la globalité ou sur les unités, le comportement des agents de façon. Ça veut dire, est-ce qu'on est dans une analyse micro ou macroéconomique? Donc voilà, on peut distinguer les courants selon l'espace d'analyse. Est-ce que le courant, elle est pour par exemple, le courant néoclassique, c'est un courant donc, qui est pour l'analyse microéconomique. D'ailleurs, la microéconomie, vous avez un module sur la microéconomie, et il faut savoir que la microéconomie, c'est le courant néoclassique, le calcul du consommateur, le calcul du producteur, la maximisation, l'utilité marginale, tout ça, c'est des concepts. Donc, c'est des concepts, le coût marginal, c'est des concepts d'optimum, de Pareto, c'est des concepts qui ont un rapport avec l'analyse microéconomique, une analyse qui porte sur les opérations de certains agents économiques en matière de consommation, en matière d'épargne, de production. Les entreprises, les ménages, lorsqu'on s'intéresse au comportement de ces agents, on est dans une analyse microéconomique. Par contre, lorsqu'on va s'intéresser à des indicateurs globaux, par exemple, lorsque je traite du produit intérieur brut, la croissance économique, lorsque je traite du chômage au niveau d'une nation, lorsque je traite de la balance commerciale, la balance des paiements, lorsque je traite de ces aspects, de ces concepts, je fais de l'analyse macroéconomique. Et l'analyse keynésienne, c'est une analyse macroéconomique parce qu'elle porte sur les agrégats globaux. Il y a une analyse intermédiaire qui n'est ni macro ni micro. Quelle est cette analyse? Cette analyse, pourquoi on va prendre en compte, on va nuancer, et au lieu d'insérer le comportement d'un agent dans l'analyse micro ou dans l'analyse macro, on va considérer les comportements de cet agent comme méritant l'analyse mésoéconomique. Mésoéconomique, c'est une entreprise, mais ce n'est pas une entreprise qui peut avoir un chiffre d'affaires plus important qu'un État. C'est les multinationales. Les multinationales, les firmes multinationales. Une firme multinationale, c'est une entreprise qui peut avoir donc une installation dans au moins 2 pays, qui peut avoir une filiale, donc il a la maison mère, mais qui doit avoir au moins une filiale dans un autre pays. Donc c'est une multinationale, donc il a internationalisé sa production via une filiale, un segment de produits, donc une sous-traitance. Donc c'est une donc, entreprise internationale. Donc voilà, et lorsqu'on s'intéresse au comportement de ces firmes multinationales, on fait de l'analyse mésoéconomique parce qu'il y a des multinationales qui vraiment ont des chiffres d'affaires qui dépassent le budget d'un État africain. Vous voyez, donc pas la peine de. Par exemple, McDonald's, que vous admirez en termes de restauration et vous délaissez les repas des parents. Je sais que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est très branchée sur ces enseignes, sur ces restaurants. C'est une multinationale. Total, c'est une multinationale en matière de distribution des produits pétroliers.
en matière, par exemple, de l'hôtellerie, on a le groupe Accor avec Ibis, donc voilà, on trouve donc les multinationales dans tous les secteurs. On les trouve dans les secteurs de la distribution pétrolière, le secteur alimentaire, le secteur donc de l'hôtellerie, donc pas mal de, même dans le secteur de la téléphonie mobile avec Orange. Donc, vous voyez, ben voilà, donc voilà les courants. Je dois terminer par une autre chose, donc les éléments distinctifs entre les courants. Il y a aussi la question du rôle du principe de coordination, du mécanisme d'ajustement. Comment une économie s'ajuste? Comment une économie peut arriver à l'équilibre, s'ajuster? Donc, chez certains courants, c'est le marché, c'est la croyance en les lois concurrentielles, c'est la croyance en les mécanismes spontanés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas intervenir pour perturber ces vertus du marché. Il est capable de s'auto-réguler par lui-même. Donc, parmi ces courants qui croient c'est la théorie libérale, donc c'est l'état gendarme, c'est les classiques qui vont forger ce concept d'état gendarme, un état qui n'intervient pas économiquement. Il y a le courant marginaliste, le courant néoclassique, donc presque tous les courants libéraux, donc ils sont favorables au respect des lois du marché. Et donc le mécanisme d'ajustement, c'est le marché qui est capable d'assurer l'équilibre d'une économie. D'autres courants, par exemple le courant keynésien, c'est l'État. C'est-à-dire Keynes, on va voir comment Keynes, même s'il n'est pas, on ne peut pas considérer comme un socialiste, il était quand même moi j'ai lu pas mal d'ouvrages qui considéraient qu'il était avant la crise de 1929, il était libéral avant donc cette période de domination du paradigme libéral. Donc, mais lui, c'est lui, on va voir comment c'est lui qui va par ses écrits sauver le capitalisme à travers donc sa théorie, et qui va montrer que le marché à lui seul est incapable de nous orienter vers l'équilibre et que l'État doit intervenir impérativement pour rapprocher la demande de l'offre. Donc il y a un problème au niveau de la demande, une demande insuffisante par rapport à une offre, et la crise de surproduction de 1929 a montré donc ce décalage. Donc pour lui, c'est l'État qui doit intervenir pour soutenir la demande à travers l'augmentation de la consommation et l'augmentation de l'investissement et l'augmentation de la dépense publique. Donc il va montrer comment l'État doit intervenir. Donc le rôle de l'État est indispensable pour Keynes dans une économie de marché à travers les politiques économiques conjoncturelles, politiques monétaires et politiques budgétaires. Donc voilà, donc il y a par exemple pour Keynes, les économies capitalistes doivent fonctionner selon la logique des économies mixtes. Donc secteur privé, secteur public qui doivent coexister en même temps. Pour Marx ne croit pas ni au marché. Pour lui, le système capitaliste va disparaître. C'est un mauvais système, injuste, basé sur l'exploitation d'une classe par une autre. Il va se casser la gueule par lui-même lorsque le taux de profit allait baisser, donc par des crises répétitives de surproduction, et aussi, pour lui, il y aura une phase transitoire de la dictature du prolétariat durant le socialisme, mais pour lui, il arrive à un stade où il n'y aura plus d'État et plus de classe sociale. Une société communiste où il n'y aura ni État ni classe sociale, où chacun va vivre selon ses besoins. Mais Marx s'est trompé, puisque le capitalisme, il est toujours là. Lui, il a pronostiqué sa disparition, mais il est toujours là. Grâce à qui? Grâce au rôle de l'État et grâce à Keynes, parce que Marx s'est trompé. Il est resté limité au niveau de la répartition primaire, salaire, profit. Il a oublié la répartition secondaire qui vient après la répartition primaire. C'est-à-dire l'État va intervenir pour prendre de la richesse, une partie, et aller financer certains aspects sociaux, aller donner des retraites, aller donc augmenter les salaires,
aller donc récompenser les salariés par des gains de productivité, aller mettre en place, l'État va mettre en place un système de protection sociale, des subventions, l'assurance maladie, un système de protection sociale, ce qui fait que les salariés vont donc vont être presque corrompus, mais dans le sens pas péjoratif, vont donc servir une partie de la valeur ajoutée créée, au lieu qu'elle reste entre les mains des capitalistes. On va prendre de ce gâteau, de cette richesse créée, une grande partie pour faire du social. C'est ça l'État. Et l'État donc va permettre au capitalisme de durer grâce à ces interventions. Ben, je vous remercie. À la semaine prochaine.